Bonjour, mon invité aujourd'hui est Mickey Labrande qui vient de publier aux éditions Max Milo Assassins sans frontières. Alors on connaît Médecins sans frontières, on connaît d'autres organisations. Là, vous ne parlez pas réellement d'une ONG, n'est-ce pas? Non, effectivement, c'est ça le livre. Rwanda, Assassins sans frontières. J'ai choisi le titre effectivement parce que je suis très consciente de tous ces ONG. J'ai beaucoup travaillé avec eux comme journaliste. Mais c'est un livre qui s'occupe vraiment de l'opération d'intimidation et d'assassinat qui est menée par le gouvernement du Rwanda. Alors, je trouvais que c'était un bon titre parce que ce sont des gens, des agents qui sont envoyés un peu partout dans le monde, à l'étranger, pour cibler les dissidents, les journalistes rwandais et aussi les gens qui travaillent dans les droits de l'homme. Alors, c'était une manière de parler de cette opération. Vous parlez à propos du Rwanda d'une dissidence cognitive que l'on aurait sur le Rwanda. Oui, effectivement, parce que moi, comme journaliste, ça fait, je suis entrée au Rwanda la première fois en 94, comme beaucoup de monde, comme beaucoup de journalistes. J'avais une bonne impression du FPR. Je pensais que heureusement quelqu'un avait mis fin au génocide. On voyait ce nouveau gouvernement s'installer à Kigali. On voyait que c'était un gouvernement multiethnique. Il y avait des Hutus, des politiciens Hutus là-dedans. On parlait de la paix, de la réconciliation. Ça m'a fait un bon effet. Mais après, ce que j'ai vu, c'est qu'avec les années qui passent, on a vu un visage beaucoup plus sombre, sinistre de ce mouvement, cette organisation. Et moi, je voulais me rendre compte de ça dans mon livre, mais je vois que plusieurs autres personnes ils veulent pas admettre que c'est un gouvernement, un régime qui a changé, ou peut-être qu'il y avait beaucoup d'éléments dont on se rendait pas compte dans les années 94, quand pour nous c'était juste le mouvement qui avait mis fin au génocide. Donc en fait, au départ, lors de votre première visite, vous avez une attitude, une appréciation positive du gouvernement Kagame. C'est au fur et à mesure que vous avez modifié votre jugement, alors que quand même, généralement, dans les médias occidentaux, il est très difficile de critiquer le Rwanda, sauf être accusé de nier le génocide. Bon, effectivement, et c'est ce que tout de suite on m'a fait. Maintenant, je suis accusée d'être quelqu'un qui nie le génocide. Je trouve ça vraiment bizarre parce que je suis parmi les reporters qui ont écrit plein de papiers sur le génocide en 94. Vous vous n'avez jamais nié le génocide, au contraire, vous en Non, avez non, pourquoi, largement rendu compte. comment je pourrais faire ça vu que j'ai vu avec mes propres yeux les massacres, j'ai vu les corps, j'ai vu les taches de sang dans les églises et les écoles. Mais c'est une accusation qu'on lance tout de suite dès qu'on ose critiquer Paul Kagame, l'actuel président, ou sa politique dans les pays des Grands Lacs. Effectivement, ce que je me demande, c'est quand je vois les articles écrits par les journalistes qui visitent Kigali et décrivent le Rwanda comme la Suisse de l'Afrique, comme un pays qui est propre, il n'y a pas d'ordures, c'est bien géré, tout va bien, c'est une démocratie, et il y a beaucoup de femmes députées dans le Parlement, dans l'Assemblée nationale. Et je trouve que vraiment, on reste à un niveau tellement superficiel et je m'étonne qu'on ne voit pas le fait que, par exemple, le chef de l'opposition a passé 8 ans en prison, elle ne peut pas sortir de chez elle, qu'il y a plein de journalistes indépendants qui sont dans les prisons, qu'effectivement, il y a toute une opération d'assassinat à l'étranger menée par Kigali en cachette. Mais vraiment, la chose plus importante maintenant, c'est l'intervention et l'opération que Kigali mène au Congo de l'Est, où on voit des dégâts. Vraiment, l'effet est très dramatique dans les Kivu, mais apparemment, on n'a rien à dire. Mon gouvernement, le gouvernement de la France, ils ne veulent pas s'exprimer ouvertement et dire au président Paul Kagame, il faut s'arrêter. Alors, il y a Denis Mukwege, prix Nobel de la paix quand même, donc qui est un éminent représentant de la République démocratique du Congo, qui a soigné des femmes victimes de viol.
élève régulièrement la tension, mais il prêche un peu dans le désert tout en étant prix Nobel de la paix. Oui, effectivement, Denis Mukwege, il parle toujours de cela. Il parle toujours du mapping report. Je pense qu'il a raison parce que ce qu'on a vu dans le Vous mapping pouvez report, préciser ce qu'est le mapping report? le mapping report, c'est une étude qui a fait des Nations Unies. C'est sorti en 2010. Et vraiment là-dedans, on a vu des enquêteurs. Ils sont allés sur place et ils ont décrit 617 incidents, atrocités, massacres commis par les rebelles qui étaient soutenus par le Rwanda, mais aussi par les forces rwandaises, dont les forêts du Congo. Et on a parlé, on n'a pas donné un chiffre, mais on pense que c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont été tuées. Il n'y a jamais eu de suite judiciaire après ce mapping report. Et le docteur, le chirurgien Mukwege, il est toujours là à dire, mais il faut quand même, on a ce rapport, il faut voir un peu une suite judiciaire. Alors, vous écrivez dans votre livre que vous avez pris conscience de la réalité du Rwanda, que vous avez changé d'avis lorsque le procureur général en Afrique du Sud a été menacé dans son propre pays, en Afrique du Sud, pour avoir fait le procès d'hommes accusés d'avoir tenté d'assassiner le général Kuyumba. Donc, un Oui, procureur sud-africain était menacé dans son propre pays. Pourtant, l'Afrique oui, du Sud, c'est un géant. oui, bon, pour moi, c'était un moment où moi, j'ai décidé que j'allais plus, je voulais plus aller sur place pour mener des enquêtes sur le Rwanda. Parce que j'ai fait 4 ans d'enquête pour mon livre et à un certain moment, pour terminer mes enquêtes, je voulais aller à Kigali. J'étais déjà allée là-bas en 2016. J'avais fait plein d'interviews dans les Grands Lacs, en Sud-Afrique, en Ouganda, au Kenya, aux États-Unis, et je voulais rentrer là-bas. Et après, j'ai vu que ce monsieur-là, qui a une position très importante en Sud-Afrique, lui, les renseignements sud-africains lui ont averti qu'il était en danger grâce au rôle qu'il avait joué dans le procès du général Kayumba Nyamwasa, l'ancien chef des États de l'armée rwandais. Qui a été assassiné. Non, lui, il n'a pas été assassiné, on lui a tiré dessus, mais il est toujours en vie. Mais on a failli le tuer et c'est 5 attentats qu'il a subis en Sud-Afrique en exil. Et à ce moment-là, quand il y a le procureur général qui a peur d'aller présenter un papier et donner un discours dans son propre pays, moi je me suis dit, mais je suis pas folle, je vais pas aller au Rwanda pour terminer mes enquêtes et interviewer les personnes, les dernières personnes. Mais pour moi, le chemin à ce moment-là a été très long et j'ai commencé à avoir des doutes dans les années. Bon, pour moi, l'assassinat du ministre de l'Intérieur, Senda Shonga, c'était aussi un moment déclencheur pour moi où je me suis dit, mais quand même, ce mouvement du FPR, ce mouvement qui parlait de réconciliation ethnique, on voit qu'il vient de faire tuer un ministre de l'Intérieur Hutu, qui était vraiment un symbole de cette réconciliation nationale dont on avait parlé. Alors moi, il y a eu des petits pas un après l'autre et à un certain moment, je me suis rendu compte que pour moi, c'est un mouvement, le FPR, qui me faisait peur. Et je pense maintenant que c'est une des dictatures les plus répressives en Afrique. Mais c'est extraordinaire que la presse en général se rend pas compte et les diplomates ne parlent pas de ça. Et les gens qui travaillent pour la Banque mondiale, le FMI, ils n'acceptent pas de le dire ouvertement, mais souvent en cachette, ils sont très franches là-dessus. Est-ce que depuis la publication de votre livre, vous avez été menacé, vous avez reçu des menaces? Est-ce que vous êtes l'objet d'une protection? On sait que d'autres de vos collègues ont été menacés pour avoir eu des écrits critiques sur Paul Kagame. Oui, effectivement, il y a une écrivaine canadienne, Judy Reaver, quand elle est allée en Belgique, où je me trouve actuellement, pour faire des recherches, on lui a donné un garde du corps policier, quoi. Ça,
moi, j'ai pas eu ça. Je circule sans problème. Ce que je vois, c'est que je me fais harceler et insulter en continuation sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est complètement typique parce que j'ai jamais vu un gouvernement africain qui est tellement actif et qui utilise à un niveau tellement sournois et cynique les réseaux sociaux. Alors, souvent, on a l'impression qu'il y a beaucoup de Rwandais ordinaires, des citoyens qui aiment pas, par exemple, les choses que moi je dis, mais effectivement, ce sont tous des comptes anonymes et on sait que ce sont des comptes qui sont menés par qui appartiennent au renseignement à Kigali. Alors, il y a toujours une campagne contre les gens comme moi. Dès qu'on dit quelque chose, dès qu'on fait un commentaire sur le Rwanda qui est un peu négatif, il y a une réaction immédiate. Il y a des articles dans le New Times, c'est le journal du régime à Kigali. Menaces directes, j'en ai eu seulement de temps en temps, mais je les prends pas au sérieux. Ce que je vois quand même, c'est que dès qu'il y a quelqu'un comme moi qui veut présenter son livre ou organiser une rencontre avec la communauté rwandaise ou des autres, souvent on essaie de déranger, de faire annuler. Il y a l'ambassade du Rwanda où il y a les groupes, soi-disant les groupes de survivants du génocide, qui téléphonent tout de suite aux organisations ou aux hôtels, aux restaurants. Vous avez dû annuler une conférence à Oui, Paris, d'ailleurs. oui, bon, ça, on n'a pas très bien su qu'est-ce qui s'est passé. Ça a dû être annulé. En Sud-Afrique, quand j'étais invitée par un institut sud-africain, un think tank, on a annulé le même jour qui était prévu pour mon rencontre parce qu'effectivement, on s'est fait menacé par les fonctionnaires rwandais et l'Institut a cédé, ce qui m'a vraiment surpris et choqué, je dois dire. Alors, ils font ça systématiquement pour empêcher que les gens comme moi s'expriment en public. Vous dites que vous savez que votre message, celui que vous délivrez dans votre livre, va être contesté parce que, vous l'écrivez, Kagame trouve sans cesse de nouvelles façons de se rendre indispensable auprès de ses alliés occidentaux ou même africains. Oui, effectivement, et il le fait. C'est un monsieur très intelligent, très malin, et dès qu'ils sent que peut-être il est en train de perdre du soutien en Occident, et je pense qu'il a cette sensation maintenant aux États-Unis que les Américains sont de moins en moins enthousiastes, il trouve une nouvelle amitié, un nouveau partenaire. Et effectivement, je trouve que toute la relation entre le Rwanda et la France, c'est très intéressant parce qu'on voyait que dans les années 90, vraiment, Kagame, ils avaient les pires choses, ils disaient de la France, et la France a même essayé de l'arrêter une fois qu'on est passé à Paris, et la relation était vraiment mauvaise. Et maintenant, on est devenus très proches. Macron et Kagame se sont alliés et on voit que la France compte sur lui pour du soutien militaire au Sahel, au Centrafrique, au Mozambique. Alors, je pense que c'est un monsieur qui sait comment se rendre utile et échange souvent ses relations, ses amitiés, dès il a la sensation qu'il a perdu un allié. Et effectivement, ce qui est très intéressant aussi, c'est sa relation avec mon propre pays, le Royaume-Uni, qu'à un certain moment, mon gouvernement a aussi exprimé des doutes, des réserves sur les droits de l'homme, la situation des droits de l'homme au Rwanda. Et on a vu qu'ils ont signé un contrat pour recevoir, accepter les demandeurs d'asile britanniques. Parce que, Dégoûté. oui, Alors, vous parlez beaucoup de Patrick Karegeya, qui était le chef des services de sécurité, un homme depuis le départ, qui était lié à Kagame, qui a grandi en Ouganda et qui a été assassiné, que vous avez très bien connu.
Oui, j'ai connu, comme tous les journalistes connaissaient ce monsieur, parce que c'était la personne, si on allait rencontrer Paul Kagame pour l'interviewer, c'était souvent monsieur Karegeya qui sortait pour saluer les journalistes. Il aimait bien les journalistes parce qu'il comprenait, c'est un homme très intelligent et il comprenait que les journalistes peuvent être utiles à un petit gouvernement africain. Alors lui, c'était un proche de Kagame. Ils sont même allés à la même école. Ils se sont connus comme enfants, comme jeunes rebelles en Ouganda. Ils ont formé le FPR en cachette en Ouganda. Pendant qu'ils étaient là, ils travaillaient pour Yoweri Museveni, l'actuel président ougandais, dans son armée, ses renseignements. Et après un certain moment, il devenait de plus en plus critique à l'égard de Kagame. Il n'aimait pas le fait qu'il y avait un culte de personnalité, que le monsieur prenait de plus en plus de pouvoir dans ses propres mains, qu'il n'y avait pas de partage de pouvoir, qu'on entrait sans cesse, il y avait des interventions au Congo militaires. Et à un certain moment, lui, il s'exprimait très ouvertement. Kagame ne voulait pas l'accepter. Il a passé en tôle. Et à un certain moment, on lui a dit, votre vie, vous êtes en danger. Il faut vous barrer. Il a pris la fuite. Il a déménagé en Sud-Afrique. Il a fondé une partie d'opposition et il a carrément, ouvertement dénoncé la dictature de Kagame. Et la fin pour lui, c'était quand il est entré dans une chambre d'hôtel en 2013, la dernière journée de l'année, invité par quelqu'un qu'il pensait être un ami, un homme d'affaires rwandais, et il s'est fait étrangler là, dans la chambre, par un escadron de morts envoyé de Kigali. Alors, à ce moment-là, je pense on comprend comme la politique de Paul Kagame peut être dure, sans pitié, parce que c'était son ancien ami. Vous décrivez aussi un Paul Kagame qui ne supporte pas la moindre critique et qui est capable de battre et d'humilier en public ceux qui ne sont pas suffisamment courtisans à son égard. Oui, effectivement, on m'a dit plusieurs fois qu'il gifle les généraux quand il n'est pas content de comment l'armée s'est comportée sur le terrain, qu'il humilie les ministres, s'ils sont en retard pour les rencontres, il les donne des coups de pied. Et je pense, on voit à travers ses actions, ses gestes, c'est quelqu'un qui est maintenant, il est tellement habitué à avoir tous les pouvoirs. Et il n'y a aucune personne qui ose vraiment lui dire ça suffit. Hein? Maintenant, vous exagérez, ça suffit. Ouais. Parce qu'on ne peut Et pas dire ça au Rwanda aujourd'hui. alors, comment vous expliquez que quand même la RDC, c'est un géant par rapport au Rwanda, mais la RDC, la République du Congo, semble impuissante par rapport au Rwanda, et même l'Afrique du Sud, où là, quand même, ce n'est pas un État failli, contrairement à la RDC. Comment expliquer que ces deux géants africains soient impuissants par rapport au Rwanda? Oui, bon, il y a des différents éléments pour le Congo, la RDC. Je pense que on a vu que c'est un pays impuissant qui vraiment n'a pas une armée qui compte depuis des décennies. Je veux dire, moi, j'étais basée à Kinshasa dans les dernières années de Mobutu, du maréchal Mobutu, et on comprenait à ce moment-là que l'armée, c'était une armée de prédateurs, les soldats qui demandaient des pots de vin dans les boulevards de Kinshasa, mais c'était pas une armée qui pouvait se battre et ils n'étaient pas à la hauteur du FPR, ça c'est sûr, ou des forces rwandaises. Alors je pense ça c'est toujours un problème que Félix Tshisekedi doit essayer de régler parce qu'il est là à inviter les armées de l'étranger à entrer pour combattre le M23, le groupe rebelle, mais c'est parce que son propre armée ne peut pas compter dessus. Au niveau du Sud-Afrique, je pense que c'est une autre histoire. Je pense que le Sud-Afrique, comme les Occidentaux, d'ailleurs, ils ont une sensation de culpabilité profonde parce qu'en 94, il y a eu le génocide et l'Afrique n'a rien fait. Les Occidentaux, les Nations Unies, ils ont commencé à retirer leurs troupes au moment que les massacres ont débuté.
Et je pense, ce que j'ai compris en parlant avec les politiciens sud-africains, ils disaient pour nous, c'était un bon moment, il y avait les élections, on entrait dans un chapitre, un beau chapitre de notre histoire, et on est très conscient qu'à ce moment-là, le Rwanda entrait dans l'enfer et on n'a rien fait. Alors, je pense qu'ils ont toujours cette sensation et ils ont un peu tendance à mal comprendre le rôle que Paul Kagame a joué, le rôle que le FPR a joué, un peu comme les Européens d'ailleurs. Oui, j'allais y venir. En fait, donc c'est aussi la culpabilité par rapport à l'inaction initiale face au génocide qui explique le silence des pays occidentaux, et notamment, vous l'avez dit, la France qui était très visée pour avoir se racheter finalement, accepte tout de Kagame pour n'être plus accusée d'avoir participé au génocide comme elle l'a souvent été. Oui, et je trouve que c'est vraiment bizarre et dommage parce qu'effectivement, pour moi, la France est en train de commettre le même erreur qu'ils ont commis avec le président Habyarimana. C'est-à-dire, c'était un dictateur militaire. Au niveau des droits de l'homme, ça l'est pas du tout. Il y avait une atmosphère toxique. On préparait le génocide et on l'a soutenu au niveau militaire aussi. Et après, maintenant, on a honte de cela et on a mauvaise conscience. Mais effectivement, la France, pour moi, c'est en train de faire exactement la même chose avec Kagame, un monsieur qui truque les élections, qui emprisonne les journalistes, qui a le sang de milliers de personnes sur ses mains grâce à ce que ses troupes ont commis dans les forêts du Congo. Et quand même, on veut absolument avoir un partenariat avec le Rwanda et avec Paul Kagame. Et je pense que c'est la même erreur et on le refait. Alors, aux États-Unis, quand même, il semble y avoir un débat plus ouvert et les États-Unis ont obtenu la libération du héros du film Hôtel Rwanda, qui avait été carrément kidnappé à l'étranger, jugé pour terrorisme au Rwanda. Il avait la nationalité américaine et donc les États-Unis sont intervenus pour qu'il puisse être libéré après quand même une détention assez longue. Oui, il était résident, mais pas citoyen américain. Ah. Mais quand même, les Américains se sont vraiment efforcés pour le libérer. Il y a eu toute une campagne de la famille très impressionnante. Après le fait qu'il y avait eu un film, ça n'a pas fait du mal parce qu'il y avait toutes les célébrités de Hollywood qui ont soutenu cette campagne. Il y avait toute sa famille. Et après, à la fin, il y avait la Maison Blanche, le State Department, il y avait les députés américains qui s'exprimaient là-dessus. Et je trouve que les Américains, quand ils veulent faire la pression, ils le font. Et effectivement, je pense que ce chapitre-là a beaucoup changé les relations entre les États-Unis et Kagame, parce qu'avant, on voyait que les États-Unis, c'était toujours le pays qui soutenait au niveau financier et militaire le régime de Kagame. Et maintenant, je pense que vraiment, c'est plus la même chose. Parce que c'est pas seulement grâce au cas de Paul Rusesabagina, c'est aussi le fait que les Américains, ils voient que les troupes rwandaises sont en train de déstabiliser toute la zone des Grands Lacs avec le soutien pour le mouvement 23 au Congo. Alors, comment vous voyez la situation évoluer? Parce que Kagame semble quand même faire taire toute opposition. Il n'est pas possible de s'opposer à lui, donc on ne voit pas comment son pouvoir pourrait être contesté de l'intérieur. Et en même temps, il n'y a pas non plus de contestation de l'étranger et on le laisse faire. Seul un pouvoir plus fort en RDC pourrait changer les choses. Oui, ça pourrait changer des choses. Je pense aussi qu'il compte toujours, c'est quelqu'un qui est vraiment conscient de son image, sa réputation à l'étranger, parce qu'il sait qu'il compte là-dessus. C'est un monsieur, c'est toujours un pays très pauvre, malgré l'impression que ça fait. C'est un des pays africains les plus pauvres. Et je pense que nous, comme Européennes, les Français, les Anglais, on est en train de soutenir ce gouvernement au niveau financier. Et il suffit de laisser savoir que c'est pas automatique.
Et je pense qu'on pourrait peut-être avoir un changement de politique. Parce que ce qu'on a vu avec le cas de Paul Rusesabagina, c'est que Kagame, il se montre toujours très fort, très dur. Moi, je change jamais de politique. Mais dès qu'il y a un peu de pression, il cède. Il change de politique. Tout d'un coup, tout est possible. Et ça, on a vu ça avec la libération de Paul Rusesabagina. Alors pour moi, il est évident, si on veut voir un peu de mouvement dans l'est du Congo et avec le mouvement du 23, il faut que les Occidentaux mettent la pression sur Kagame et sur son régime au niveau du soutien financier et militaire. Merci, Michael Avrong. Je renvoie à la lecture de votre livre, Rwanda, Assassins sans frontières, qui vient Oui, juste d'être publié aux éditions Max Milo. Merci beaucoup. merci.